Ils m'ont demandé de me taire, pas en criant, pas en me menaçant, mais avec cette voix douce et assurée de ceux qui pensent déjà avoir décidé à votre place. Ce matin, la cuisine était baignée de lumière. Rien ne laissait présager que quelque chose d'irréversible allait s'y jouer. Sur la table en bois, celle où j'avais préparé tant de repas, reposait un dossier mince, soigneusement aligné, presque élégant. À côté, un stylo bleu, posé bien droit, comme une évidence, comme une invitation silencieuse. Mon fils était assis en face de moi. Il ne me regardait pas. Son regard restait fixé sur la table, comme s'il craignait que lever les yeux l'oblige à assumer ce qui allait suivre. Sa femme, elle, se tenait debout derrière lui, les bras croisés. Elle semblait parfaitement à l'aise. C'est elle qui a parlé la première. Elle a dit que je fatiguais, que les choses devenaient compliquées à gérer seule. Qu'à mon âge, il fallait penser à simplifier, à se reposer, à faire confiance. Sa voix était calme, posée, presque professionnelle. La voix de quelqu'un qui n'attend pas de réponse. Je l'ai laissée parler. Je n'ai pas interrompu. Et pendant qu'elle parlait, j'ai compris une chose essentielle. Personne ne me demandait mon avis. Quand j'ai finalement demandé ce que contenaient ces papiers, mon fils a soupiré. Pas un soupir inquiet. Un soupir d'agacement. Comme si je ralentissais une procédure déjà réglée. Il a dit que c'était une procuration. Rien de grave. Juste pour aider. Pour le cas où j'oublierais quelque chose. Le mot oublié a été prononcé doucement. Presque avec précaution. Mais il a résonné en moi comme une accusation. J'ai baissé les yeux vers le dossier. Mon nom était imprimé en haut de la première page. Mon adresse. Mon appartement. Celui que j'avais acheté après la mort de mon mari. Centime par centime. Le seul endroit qui m'appartenait encore, vraiment. J'ai demandé ce qui se passerait si je ne signais pas. Sa femme a haussé les épaules. Un geste, bref, presque élégant. Elle a dit que ce serait dommage de compliquer les choses. Que je devais apprendre à faire confiance. Qu'à mon âge, il fallait savoir lâcher prise. Faire confiance. J'avais fait cela toute ma vie. Mon fils a alors relevé la tête. Il n'a pas cherché à me défendre. Il a simplement prononcé cette phrase que j'avais entendue tant de fois auparavant. Ne fais pas d'histoire, maman. Cette phrase ne m'a pas mise en colère. Elle m'a vidée. Parce qu'à cet instant précis, j'ai compris que je n'étais plus une mère qu'on écoute, mais un problème qu'on gère. Une formalité à régler. Je n'ai pas pris le stylo. Je n'ai pas dit non non plus. J'ai dit d'accord. Avant ce matin avant le dossier posé sur la table et le stylo bleu soigneusement aligné, il y avait eu une vie entière. Une vie qui ne faisait pas de bruit. Une vie faite de gestes répétés, de renoncements discrets et de fidélité silencieuse. Je suis arrivée à Nice jeune, bien plus jeune que la femme qu'il voyait désormais comme un poids à organiser. J'avais un peu plus de 20 ans, une valise usée, et cette certitude naïve que la lumière pouvait réparer ce que la vie avait abîmé trop tôt. Nice, à l'époque, me semblait immense. Les façades claires, la mer toujours présente, les marchés bruyants où l'on se sentait exister rien qu'en passant. J'y ai cru. J'y ai construit. J'y ai rencontré mon mari. Il n'avait rien d'un homme remarquable aux yeux du monde. Il travaillait dur, parlait peu, mais ses silences n'étaient jamais vides. Il rassurait. Nous n'avions pas de grands projets, seulement des priorités simples. Payer le loyer, manger à notre faim, rentrer ensemble le soir. C'était suffisant. Quand notre fils est né, j'ai compris que ma vie venait de changer de centre. Je ne l'ai jamais vécue comme une perte. J'ai donné sans compter. Mon temps, mon énergie, mes rêves parfois. Être mère, pour moi, n'a jamais été une fonction secondaire. C'était une responsabilité entière, profonde, assumée. Les années ont passé ainsi. Le travail, la maison, les devoirs, les inquiétudes silencieuses. J'ai appris à faire beaucoup avec peu. À réparer au lieu de remplacer. À mettre de côté pour les imprévus. À me faire passer après. Toujours après. Puis, mon mari est mort. Brutalement. Un matin ordinaire qui a tout fendu en deux. Je me souviens encore de l'odeur de l'hôpital. Moi, de la chaise dure dans le couloir, de ce moment précis où j'ai compris que plus personne ne porterait avec moi le poids du quotidien. J'ai pleuré, oui. Mais pas longtemps. Il fallait continuer. Il y avait un enfant à protéger. Une stabilité à maintenir. C'est après sa mort que j'ai acheté l'appartement. Rien de luxueux.
1-2, à pièce simple, lumineux, près du port. Un balcon étroit, mais assez grand pour respirer. Ce n'était pas un caprice. C'était une sécurité. La preuve que je pouvais tenir debout sans dépendre de personne. Ce lieu est devenu mon refuge. Mon point fixe. Mon fils a grandi. Je l'ai vu s'éloigner, doucement, naturellement. Ouais! J'ai respecté cette distance. Je n'ai jamais voulu être une mère envahissante. Je me réjouissais de ses réussites. Je me taisais sur ses absences. Je pensais que l'amour suffisait, même à distance. Quand il m'a présenté celle qui allait devenir sa femme, j'ai voulu bien faire. Elle était assurée, élégante, toujours pressée. Elle parlait avec aisance, savait ce qu'elle voulait. Elle me souriait souvent, mais je sentais confusément que ce sourire ne s'adressait pas vraiment à moi. Je me suis dit que c'était moi qui vieillissais, que le monde avançait autrement, que je devais m'adapter. J'ai accepté les changements, les décisions prises sans moi, les repas écourtés. Je me suis effacée un peu, pensant que c'était le prix naturel de l'harmonie. À cette époque, je croyais encore que les sacrifices finissaient par protéger, que l'amour donné revenait, tôt ou tard, sous une autre forme. Je pensais que tout ce que j'avais construit formait une base, solide, respectée. Je regardais la mer depuis mon balcon en me disant que, malgré les épreuves, j'avais eu une vie digne, que j'avais fait ce qu'il fallait, que j'avais tenu. Je ne savais pas encore que, pour certains, ce qui a été construit avec patience devient, avec le temps, une ressource à exploiter. Et que la fidélité silencieuse peut un jour être interprétée comme une faiblesse. Mais à ce moment-là, je vivais encore dans l'idée que l'on ne peut pas effacer une mère aussi facilement. Je ne savais pas encore que le plus dur n'était pas derrière moi, mais devant. Mais ils ont échangé un regard. J'ai vu le soulagement passer très vite sur leur visage. Ils pensaient avoir gagné. Ils pensaient que la discussion était terminée. Ouais. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que ce d'accord n'était pas une soumission. C'était une fermeture intérieure, une décision silencieuse. Je me suis levée. J'ai rangé les tasses. J'ai essuyé la table. J'ai fait ces gestes ordinaires que j'avais fait toute ma vie. Ils n'ont pas insisté. Ils sont partis, convaincus que tout était désormais sous contrôle. La porte s'est refermée doucement derrière eux. Je suis restée seule dans la cuisine. Le dossier était toujours là. Le stylo aussi. La lumière n'avait pas changé. Le monde continuait comme si rien ne s'était passé. J'ai ouvert le tiroir du buffet. J'en ai sorti un vieux carnet à couverture bleue, celui que j'utilisais pour noter les courses. Je l'ai posé devant moi. J'ai pris le stylo. Ma main ne tremblait pas. J'ai écrit une seule phrase, ne rien signer sans comprendre. Puis j'ai ajouté la date. Et l'heure. À ce moment-là, je n'avais pas encore de plan. Je ne pensais ni au notaire, ni aux banques, ni à la vente de mon appartement. Je savais seulement une chose. Si je continuais à me taire, comme il le souhaitait, je disparaîtrais sans qu'on ait besoin de me pousser. Et c'est dans ce silence-là, pour la première fois, que j'ai commencé à me défendre. Rien ne s'est effondré d'un coup. Il n'y a pas eu de scène, pas de rupture nette. Tout s'est déplacé lentement, presque poliment, comme si l'on me faisait glisser hors du cadre, sans que j'aie le droit de protester. Les premiers signes ont été discrets, si discrets que je me suis longtemps reproché de les ressentir comme des blessures. Au début, c'était des reports. Un déjeuner annulé à la dernière minute. Un appel promis, jamais passé. Mon fils disait qu'ils étaient débordés, que le travail prenait toute la place. Je répondais que je comprenais. J'avais toujours compris. Comprendre était devenu ma façon d'aimer. Puis, il y a eu les repas chez eux. Je n'avais plus de place fixe. Je m'asseyais là où il restait une chaise, souvent au bout de la table. On parlait de projets, de chiffres, de vacances à venir. On ne me demandait plus mon avis. Quand j'essayais d'intervenir, on me répondait avec un sourire indulgent, comme à quelqu'un qui ne peut pas suivre. Je sentais une gêne, diffuse, mais persistante. Comme si ma présence rappelait quelque chose qu'ils préféraient oublier. Je devenais une note en bas de page. Ma belle fille excellait dans l'art des phrases présentées comme des conseils. Jamais agressives, toujours enveloppées de bienveillance. Elle disait que je devrais me reposer davantage. Que la solitude n'était pas bonne à mon âge. Que mon appartement était grand pour une personne seule. Chaque phrase, prise isolément, semblait anodine. Mais mise bout à bout, elle dessinait un message clair. Je prenais trop de place.
Un dimanche, lors d'un déjeuner avec des amis à eux, elle a raconté l'histoire d'une femme âgée qui s'était fait escroquer parce qu'elle ne comprenait plus ses papiers. Tout le monde a ri. Puis elle a ajouté, en me regardant, que cela pouvait arriver à n'importe qui. J'ai baissé les yeux vers mon assiette. Mon fils n'a rien dit. Son silence a fait plus de bruit que le rire des autres. Je suis rentrée chez moi ce jour, avec un poids nouveau. Une fatigue étrange, qui n'avait rien à voir avec l'âge. Je me suis surprise à vérifier 2 fois mes clés, mes factures, mon sac. À force de m'entendre dire que je pouvais oublier, j'avais commencé à douter. Ils ont aussi commencé à décider à ma place. Pas brutalement. Par petites annonces. Ils avaient pensé que ce serait mieux ainsi. Ils avaient pris rendez-vous pour moi. Ils avaient déjà regardé des options. Je souriais. Je disais merci. Parce que refuser aurait créé un malaise, et je ne voulais pas être celle qui dérange. La vraie humiliation n'était pas dans les mots. Elle était dans la manière dont on parlait de moi en ma présence. On disait elle plutôt que tu. On expliquait mes réactions comme on explique un phénomène. Je n'étais plus une interlocutrice. J'étais un sujet. Un après-midi, alors qu'il parlait d'un projet immobilier, ma belle-fille a dit que de toute façon, plus tard, tout reviendrait aux enfants, autant anticiper. Le mot plus tard m'a glacée. Pour eux, ce plus tard semblait déjà décidé. Comme si mon présent n'était plus qu'un délai. Ce soir, je me suis regardée longtemps dans le miroir. J'ai vu une femme qui avait vieilli. Oui, mais pas une femme incapable. J'ai vu des rides qui racontaient des nuits sans sommeil, des choix difficiles, des renoncements assumés, et j'ai ressenti une colère sourde, dirigée autant contre eux que contre moi-même. Colère de m'être laissé réduire par peur de perdre la paix. C'est à ce moment-là que mon silence a changé de nature. Je ne me taisais plus pour préserver l'harmonie. Je me taisais pour observer. J'écoutais attentivement. Je notais mentalement les phrases, les dates, les décisions prises sans moi. Je continuais à être polie, présente, discrète. Mais quelque chose en moi s'était déplacé. Je n'étais plus seulement une mère vieillissante qui subissait. Je devenais une femme qui regardait la situation avec lucidité. Je ne savais pas encore comment agir. Je savais seulement que ce qui se jouait n'était pas anodin. Les petites humiliations avaient fait leur travail. Elles avaient ouvert une fissure. Et dans cette fissure, une conscience nouvelle s'installait. Une conscience calme, mais déterminée. Sans le savoir encore, je venais de poser la première pierre de ma résistance. La véritable rupture n'est pas venue d'une parole de trop. Elle est arrivée par le papier, par quelque chose de froid, d'administratif, de parfaitement légal en apparence. C'est souvent ainsi que l'injustice devient réelle, quand elle cesse d'être émotionnelle pour devenir écrite. Ce matin, j'ai trouvé une enveloppe officielle dans la boîte aux lettres, blanche, rigide, avec une fenêtre transparente laissant apparaître mon nom et mon adresse. Je n'attendais rien de particulier, mais j'ai senti, avant même de l'ouvrir, une tension inhabituelle. Une intuition sourde, comme si mon corps savait avant moi. Je suis remontée chez moi lentement. J'ai posé l'enveloppe sur la table de la cuisine, la même table que quelques semaines plus tôt. J'ai décacheté le courrier avec précaution. À l'intérieur, il y avait un document bancaire. Une notification impersonnelle, rédigée dans ce langage administratif, qui ne laisse aucune place à l'émotion. J'ai lu une première fois sans comprendre, puis une deuxième. Et enfin, mes yeux se sont arrêtés sur une ligne précise, modification de l'adresse de correspondance. L'adresse indiquée n'était plus la mienne. C'était celle de mon fils. J'ai senti mes jambes se dérober légèrement. Je me suis assise. J'ai relu encore. J'ai cherché une erreur, une confusion, une hypothèse rassurante. Mais tout était clair. Trop clair. En bas du document figurait une signature. Ma signature. Ou plutôt une tentative de reproduction de la mienne. Les lettres étaient trop appuyées, trop lentes. Comme tracées par quelqu'un qui m'avait observé écrire, mais qui n'était pas moi. À cet instant précis, quelque chose s'est brisé en moi. Pas violemment. Définitivement. Il ne s'agissait plus de remarques blessantes, plus de sous-entendus, plus de décisions prises sans moi autour d'une table. Quelqu'un avait agi à ma place. Quelqu'un avait touché à mon identité administrative, à ce qui me protégeait encore. J'ai appelé mon fils. Il a décroché rapidement, comme s'il s'y attendait. Je lui ai demandé calmement s'il savait quelque chose à propos de ma banque.
Il y a eu un court silence. Pas un silence surpris. Un silence calculé. Il m'a répondu que ce n'était rien, qu'ils avaient simplement fait suivre mon courrier chez eux parce que je pouvais oublier. Pour m'aider, encore une fois, je lui ai demandé s'il avait signé à ma place. Il a hésité, puis il a minimisé. Il a parlé de rapidité, de formalité, de nécessité. Je n'ai pas élevé la voix. Je n'ai pas argumenté. J'ai raccroché. Ce geste, aussi simple soit à-il, a marqué un point de non à retour. Parce qu'en raccrochant, j'ai cessé de chercher des explications affectives. J'ai cessé d'espérer une maladresse. J'ai vu les faits tels qu'ils étaient. Et quelqu'un avait estimé que je ne comptais plus assez pour être consulté. Je me suis levée. J'ai ouvert le tiroir du buffet. J'ai sorti le carnet bleu, celui que j'utilisais jusqu'à là pour les courses. Je l'ai posé sur la table. J'ai écrit lentement, sans trembler, changement d'adresse bancaire sans mon accord. Date, heure, signature imitée. Écrire m'a apaisé. Non pas parce que cela réparait quoi que ce soit, mais parce que cela transformait ma peur en trace. L'après-midi même, je suis allée à la banque. J'ai demandé à voir un conseiller. J'ai montré le document. J'ai expliqué que je n'avais jamais demandé cette modification. Il a consulté l'écran, froncé les sourcils, puis confirmé qu'une demande avait bien été enregistrée récemment. Il n'a pas dit par qui, mais il n'en avait pas besoin. J'ai demandé le blocage immédiat de toute modification. J'ai demandé des copies, des historiques, des preuves écrites. Le conseiller m'a regardé autrement à ce moment-là. Plus avec condescendance, avec sérieux. Quand je suis sortie de la banque, j'ai marché longtemps dans les rues de Nice. Le soleil brillait. Les terrasses étaient pleines. La ville continuait à vivre comme si rien n'avait changé. Et pourtant, pour moi, tout avait basculé. Ce jour-là, j'ai compris que si je continuais à me taire sans agir, je finirais par être effacée légalement avant même de l'être humainement. Ce n'était plus une question de famille. C'était une question de survie morale. Je me suis arrêtée face à la mer. J'ai respiré profondément. Et pour la première fois depuis longtemps, j'ai pris une décision claire, intérieure, irrévocable. Je ne serai plus jamais une victime docile. À partir de cet instant, chaque silence que je garderai aurait un sens, une direction, une force. La goutte d'eau avait débordé. Et je venais d'entrer dans une autre phase de ma vie. Après cette découverte, mes nuits ont changé de texture. Je dormais peu, ou plutôt je restais allongée, les yeux fermés, pendant que l'esprit veillait. Le silence de l'appartement n'était plus un repos. Il était une présence. Chaque craquement, chaque souffle de la ville me ramenait à la même question. Et si je n'avais rien vu? Je me levais souvent avant l'aube. Je m'asseyais dans le salon, un châle sur les épaules, et j'écoutais Nice se réveiller. Le premier bus, les pas rares dans la rue, puis la mer, toujours, au loin. Je pensais à mon mari, à sa prudence presque obstinée avec les papiers. Il disait que ce qui n'est pas écrit n'existe pas. À l'époque, je souriais. Je comprenais maintenant. Je revisais le passé sans complaisance, les phrases dites trop vite, les sourires polis, les décisions prises sans moi. Tout s'alignait. Ce n'étaient pas des maladresses successives. C'était une progression. Une manière de m'habituer à céder, de transformer mon effacement en normalité. Et pourtant, une part de moi voulait encore renoncer. Abandonner la lutte, avant qu'elle n'existe vraiment. Vieillir tranquillement, sans conflit, sans éclat. Cette tentation revenait la nuit, enveloppée de fatigue. À quoi bon? Murmurait à elle. Tu n'as plus l'énergie. Mais une autre voix répondait, plus ferme, plus froide. Si tu te tais maintenant, ils iront plus loin. Je priais parfois, pas de grandes prières. Des phrases courtes, presque sèches, des demandes de clarté. Pas de vengeance. Pas de réparation. De la lucidité. Je voulais agir sans colère, sans confusion, sans me perdre moi-même. Chaque matin, je relisais le carnet bleu. J'y ajoutais des détails. Une date oubliée, une phrase revenue, un regard. J'écrivais sans jugement, comme on établit un procès à verbal. Cette écriture me donnait une distance salutaire. Elle transformait l'émotion en fait, la peur en structure. Un après-midi, j'ai appelé Mireille, une amie de longue date. Elle avait traversé un divorce compliqué,
appris à se défendre sans bruit. Je lui ai raconté ce qui se passait, sans exagérer, sans chercher à convaincre. Elle a écouté longtemps, puis a dit une phrase qui m'a frappée par sa simplicité. Ne dis plus rien. Et va voir un professionnel. Se taire volontairement. Non plus par habitude, mais par choix. Cette idée m'a d'abord effrayée. Le silence avait été mon refuge, parfois ma faiblesse. Il devenait maintenant une stratégie. Un déplacement intérieur. J'ai commencé à m'informer, discrètement. Pas au hasard. Avec méthode. Je cherchais à comprendre les mécanismes, les risques, les protections possibles. Je ne voulais pas improviser. Chaque information devait s'inscrire dans une cohérence d'ensemble. Je suis retournée à la banque, sous prétexte de vérification. J'ai posé des questions précises. J'ai demandé des confirmations écrites. J'ai observé les réactions. Forum, à chaque cadre posé, je sentais l'espace se réouvrir autour de moi. Comme si la simple précision rétablissait une forme de respect. Mais l'introspection n'était pas seulement administrative, elle était morale. Je me demandais ce que j'acceptais encore de moi-même. Pourquoi j'avais confondu si longtemps amour et effacement? Pourquoi j'avais cru que la paix se payait toujours par le silence? Je comprenais désormais que mon âge n'était pas le problème. Le problème, c'était leur certitude que je ne me défendrais pas, que je n'oserais pas, que je me contenterais de préserver l'apparence. Mais un soir, assise face à la mer, j'ai pris une décision intérieure, calme et définitive. Je ne chercherai pas le scandale. Je ne provoquerai pas de confrontation inutile. Je n'expliquerai rien avant d'être prête. Je me défendrai dans le cadre du droit, avec patience et précision. La justice n'est pas toujours un cri. Parfois, c'est une chaise qu'on remet sous soi, lentement, sans demander la permission. J'ai écrit dans le carnet bleu, en lettres droites, se taire, pour observer. Observer pour préparer. Je ne savais pas encore comment, mais je savais désormais pourquoi. À partir du moment où j'ai cessé de parler, tout a changé de rythme. Le silence n'était plus un refuge fragile, mais une discipline. Chaque geste devait être précis, chaque décision pesée. Je n'agissais pas pour me venger, j'agissais pour me protéger. Et pour cela, il fallait sortir de l'émotion sans perdre la dignité. La première étape a été le notaire. Pas celui dont mon fils parlait parfois, comme d'un contact commode. J'en ai choisi un autre, recommandé par Mireille, dans une rue discrète, loin des vitrines. Le rendez-vous m'a coûté une nuit blanche. Je craignais d'être jugée, infantilisée, interrompue. Rien de tout cela n'est arrivé. Je me suis assise en face de lui et j'ai raconté les faits. Sans accusation, sans plainte. J'ai posé le carnet bleu sur la table, ouvert à des pages précises. Les dates, les documents, la tentative de modification bancaire. Il a lu en silence, longtemps. Puis il a levé les yeux et a dit que j'avais bien fait de noter. Que mon silence, parce qu'il était accompagné de traces, avait une valeur réelle. Il m'a expliqué les risques d'une procuration générale, les conséquences irréversibles, les angles morts que l'on découvre trop tard. Il parlait sans dramatiser, mais avec une précision qui faisait apparaître les dangers là où je n'avais vu que des tensions familiales. J'ai compris que je n'étais pas face à un conflit affectif, mais à une mécanique juridique. Il m'a demandé ce que je voulais, pas ce que je craignais, pas ce que je devais, ce que je voulais. Je lui ai répondu que je voulais rester indépendante. Ne dépendre de personne. Ne plus être vulnérable à une signature imposée. À partir de là, chaque démarche s'est enchaînée avec une logique presque froide. J'ai ouvert un nouveau compte bancaire dans une autre agence. Loin. J'y ai transféré l'essentiel de mes économies, progressivement, sans mouvement brusque. Sur l'ancien compte, j'ai laissé le minimum nécessaire. Pas par ruse, par prudence. J'ai demandé des historiques complets, des confirmations écrites. J'ai classé chaque document dans une chemise neutre, sans titre, sans annotation visible. Les preuves devaient exister, mais rester discrètes. Ensuite, j'ai modifié mon testament. Pas dans la colère, dans la lucidité. Le notaire m'a expliqué les limites, les marges possibles. J'ai utilisé ces marges avec calme. Chaque phrase était réfléchie, rien n'était laissé au hasard. Ce n'était pas une punition. C'était une protection. Puis est venue la question de l'appartement, mon refuge.
Mon ancrage. Le lieu où j'avais cru être en sécurité. Le notaire ne m'a pas poussé. Il m'a simplement demandé si ce lieu était encore sûr pour moi. J'ai compris que tant que cet appartement existerait, il resterait un objectif, une tentation, une justification pour intervenir à ma place. La décision a été longue à mûrir, mais elle a fini par s'imposer avec une évidence douloureuse. J'ai décidé de le vendre. Je n'en ai parlé à personne. J'ai contacté une agente immobilière, discrète, efficace. Je lui ai demandé une vente sans bruit. Pas d'annonce tapageuse. Pas de visite inutile. Tout devait rester sous contrôle. Pendant ce temps, je continuais à jouer le rôle qu'ils attendaient. La mère conciliante. Celle qui dit oui. Celle qui sourit. Je répondais aux messages sans m'engager. Je laissais croire que rien n'avait changé. Ce masque me coûtait, mais il me protégeait. Chaque soir, je notais l'avancée des démarches dans le carnet bleu. Rendez-vous. Signature. Transfert. Rien n'était laissé à l'approximation. J'avais appris à transformer l'attente en structure. Il y avait parfois une tristesse sourde, le deuil de ce que j'avais cru solide. Mais je ne la laissais pas diriger mes actes. Je savais désormais que la douceur sans cadre devient une faiblesse exploitée. Quand tout a été prêt, j'ai rassemblé les documents dans une enveloppe simple. Pas décorée, pas étiquetée. Je l'ai rangée dans le tiroir du buffet, à la place des vieux papiers de famille. Bouh, cette enveloppe contenait ma liberté. Je n'avais encore affronté personne. Je n'avais rien révélé. Mais la préparation était achevée. Et pour la première fois depuis longtemps, je ne ressentais plus de peur. Seulement une détermination calme. Ils ont choisi le moment, pas moi. Un soir de semaine, à la fin de l'hiver, quand la lumière tombe vite et que la fatigue rend les gens moins vigilants, mon fils m'a appelé dans l'après-midi. Sa voix se voulait douce, presque attentionnée. Il a dit qu'il passerait le soir, qu'il fallait parler de choses importantes. J'ai répondu que d'accord. Quand j'ai raccroché, je n'ai pas ressenti d'angoisse. Seulement une concentration calme, presque étrange. J'ai rangé la cuisine, préparé du thé, aligné les tasses. Des gestes simples, familiers. Le genre de gestes qui m'avaient toujours aidé à tenir quand tout vacillait. Ils sont arrivés ensemble. Ma belle fille portait un manteau clair, impeccablement coupé. Elle avait ce sourire maîtrisé, qu'on réserve au rendez-vous décisif. Mon fils, lui, semblait déjà ailleurs, comme s'il cherchait à se protéger de ce qui allait se dire. Ils se sont assis. Elle a ouvert son sac. Le dossier en plastique est apparu, posé sur la table, avec une assurance tranquille. Le stylo bleu a suivi. Je n'ai pas détourné les yeux. Je connaissais désormais ce rituel. Elle a commencé à parler. De sécurité, d'avenir, de responsabilité. Elle a expliqué qu'à mon âge, il fallait penser à l'essentiel. Simplifier. Anticiper. Elle a dit que c'était pour mon bien. Toujours cette phrase. Toujours cette façon de transformer une dépossession en sollicitude. Mon fils a ajouté quelques mots, maladroits, comme pour adoucir le discours. Il parlait de tranquillité, de confiance, de famille. Il évitait mon regard. Je les ai laissés parler. Je ne les ai pas interrompus. J'ai observé la manière dont ils construisaient leur récit, comme s'il allait de soi. Comme si ma signature n'était qu'une formalité en retard. Quand ils ont fini, j'ai pris le dossier. Lentement. Je l'ai ouvert. J'ai relu les pages que je connaissais déjà, les pouvoirs accordés, les décisions transférées, tout ce que je devais abandonner sous couvert d'aide. J'ai refermé le dossier et je l'ai reposé devant moi. Puis j'ai dit que moi aussi, j'avais des choses à leur montrer. Ils se sont figés, à peine. Juste ce qu'il fallait pour que je le remarque. Je me suis levée. J'ai ouvert le tiroir du buffet. J'ai sorti l'enveloppe Kraft, celle qui n'avait ni nom ni couleur particulière. Je l'ai posée sur la table, entre nous. Mon fils a demandé ce que c'était. Sa voix avait changé, plus tendue. J'ai répondu calmement que c'était les papiers de la vente. Ma belle fille a eu un rire, bref, nerveux. Elle a dit que je racontais n'importe quoi, que ce n'était pas possible, qu'on ne vend pas un appartement comme ça. J'ai ouvert l'enveloppe. J'ai sorti le compromis, signé, les documents du notaire, les dates, les tampons. Je les ai fait glisser vers eux, un à un. Le visage de mon fils s'est vidé de sa couleur. Il a regardé les papiers, puis moi, comme s'il cherchait une faille. Il a demandé si j'avais vraiment vendu. J'ai répondu que oui.
Il s'est levé brusquement. Il a parlé trop vite. Il a dit que je n'avais pas le droit, qu'on avait prévu autre chose, que ce n'était pas raisonnable. Il s'est interrompu au milieu de sa phrase. Il avait trop dit. Ma belle fille a saisi les documents. Ses mains tremblaient légèrement. Elle a parcouru les pages, cherchant une erreur, un détail, quelque chose à contester. Il n'y avait rien. Elle a dit que je les avais trahis, que je faisais ça dans leur dos. Qu'une mère ne fait pas ça. Je l'ai regardée sans colère. Je lui ai répondu que j'avais protégé ma vie. La colère est montée. Les reproches, les accusations, ils ont parlé de manipulation, de honte, de destruction de la famille. Mon fils a élevé la voix, puis il s'est tu. J'ai sorti le carnet bleu. Je l'ai ouvert à une page précise. Les dates, les tentatives de modification bancaire, les signatures, les appels. Je l'ai posé sur la table. J'ai dit que tout était noté, daté et légal. Le silence est tombé. Un silence lourd, dense, qui ne m'écrasait plus. Cette fois, il pesait sur eux. Ma belle fille a tenté une dernière fois de changer de ton. Elle a parlé d'amour, d'erreur, de malentendu. Je me suis levée. J'ai dit que je ne signerais rien, que tout était désormais réglé, et que je partirais bientôt. Ils n'ont rien répondu. Il n'y avait plus rien à dire. Ce soir, j'ai compris que le piège s'était refermé non pas par la force, mais par la précision. Ils avaient compté sur mon silence pour m'effacer. Ils ont trouvé un silence qui les arrêtait. Je suis restée droite, immobile, pendant qu'ils comprenaient, trop tard, que je ne leur appartenais plus. Après ce soir-là, plus rien n'a tenu. Pas même les apparences. Ce qui avait été soigneusement enveloppé de discours raisonnables et de sourires polis s'est fissuré, puis effondré, sans bruit, mais sans retour possible. Les jours qui ont suivi ont été étranges, presque irréels. Mon téléphone vibrait souvent. Je ne répondais presque jamais. Les messages arrivaient par vagues, changeant de ton au fil des heures. D'abord, la colère, brute, accusatrice. Puis les reproches. Ensuite, des tentatives maladroites d'apaisement, comme si tout cela n'avait été qu'un malentendu. On me disait que j'avais détruit la famille, qu'une mère ne fait pas ce genre de choses, que je me laissais influencer, que je n'étais plus tout à fait lucide. Je lisais sans répondre. Parce que ces mots n'étaient plus destinés à me convaincre, mais à se rassurer eux-mêmes. Ils avaient besoin d'un coupable, et puisque je ne me laissais plus manier, j'étais devenu celui-là. Très vite, les versions ont commencé à se contredire. Par des amis communs, par des phrases rapportées, j'ai compris que mon fils et sa femme se renvoyaient désormais la responsabilité. Elle disait que l'idée venait de lui, qu'il avait mal évalué la situation. Lui parlait de pression, de décisions prises trop vite. Leur unité s'effritait à mesure que disparaissait l'avantage qu'ils croyaient acquis. Des éléments sont remontés à la surface. Une dette dont je n'avais jamais entendu parler. Un projet qu'ils pensaient financer grâce à la vente de mon appartement. Des engagements pris, sans filet. Tout reposait sur une certitude silencieuse. Je signerai. Je ne poserai pas de questions. Je resterai à ma place. Quand cette certitude a disparu, tout le reste a vacillé. Je regardais cela à distance, avec une lucidité presque froide. Comme on observe un bâtiment s'écrouler après avoir réussi à en sortir. Il y avait encore de la tristesse, bien sûr. Une fatigue morale. Une peine sourde. Mais il n'y avait plus de peur. Un soir, mon fils m'a appelé. Sa voix n'avait plus rien d'assuré. Elle tremblait légèrement. Il a dit qu'il s'était trompé. Il a dit qu'il ne savait plus quoi faire. Il a dit qu'elle l'accusait maintenant, lui. Je l'ai écouté. Longtemps. Sans l'interrompre. Sans lui offrir la consolation qu'il semblait attendre. Quand il a fini, je lui ai répondu calmement que chacun devait désormais assumer ses choix. Il y a eu un silence, puis il a raccroché. À cet instant, j'ai compris que quelque chose s'était définitivement déplacé entre nous. Je n'étais plus son refuge automatique. Je n'étais plus celle qui répare, qui excuse, qui absorbe. Dans la famille élargie, les réactions ont été contrastées. Certains m'ont évité. D'autres m'ont observé avec une gêne nouvelle, comme s'ils découvraient une facette inattendue de moi. Alors, quelques-uns, plus rares, m'ont regardé avec un respect silencieux. Mais je ne cherchais plus à être comprise. Je voulais seulement être libre. Je continuais mes démarches, méthodiquement. Les papiers, les signatures finales, les confirmations.
Chaque étape me détachait un peu plus de ce qui avait été ma vie d'avant. Je sentais que rester à Nice deviendrait impossible. Trop de souvenirs. Trop de regards. Trop de tentatives de me ramener dans un rôle qui n'était plus le mien. Il y avait encore des nuits de doute. Des moments où je repensais à mon fils enfant, à sa main dans la mienne, à sa confiance absolue. Ces souvenirs ne disparaissaient pas. Ils faisaient partie de moi. Mais ils n'étaient plus des chaînes. Ce qui m'a le plus frappé, avec le recul, c'est la vitesse à laquelle tout s'est désagrégé, une fois mon silence transformé en acte. Comme si l'équilibre de cette famille reposait entièrement sur mon effacement. Dès que j'ai cessé de me taire pour disparaître, tout s'est mis à tomber. Un matin, j'ai reçu un dernier message de sa femme. Une seule phrase, sèche, sans détour. Elle disait que j'avais gagné. Je l'ai lu. Puis je l'ai effacé. Il n'y avait pas de victoire à célébrer. Seulement une sortie nécessaire. Une fin lucide. La famille telle que je l'avais connue n'existait plus. Et au lieu de m'effondrer, j'ai ressenti un allègement étrange. Comme si quelque chose de trop lourd avait enfin été déposé. Je n'étais plus au centre de leur chaos. J'en étais sortie. Et pour la première fois depuis longtemps, je me suis sentie debout, hors des ruines. Je suis partie sans annonce, sans mise en scène. Il n'y a pas eu de porte claquée, ni de discours d'adieu. Juste des cartons fermés un à un, une valise posée près de la porte, et ce sentiment étrange d'abandonner un décor qui ne me reconnaissait plus. Nice est resté derrière moi, avec sa lumière éclatante, ses rues familières, et ses souvenirs qui, autrefois, m'avaient tenu debout, mais qui étaient devenus trop lourds à porter. Je n'ai rien emporté d'inutile. Quelques vêtements, des papiers soigneusement classés, le carnet bleu, et quelques objets sans valeur marchande, mais chargés de sens. Le reste pouvait rester. Je n'avais plus besoin de preuves matérielles de ce que j'avais été. J'ai choisi un endroit calme, loin du bruit, loin des regards qui savent trop de choses. Ni tout à fait la mer, ni tout à fait la montagne. Un lieu où l'on respire différemment. Où les gens se saluent sans poser de questions. L'appartement était simple, presque modeste, mais lumineux. Une terrasse étroite, un arbre en pot, le silence le matin. Ce silence-là ne pesait pas. Il apaisait. Les premiers jours, je vivais comme si j'étais de passage. Je me levais tôt, marchais longtemps, observais les rues sans chercher à m'y inscrire. Personne ici ne me connaissait comme mère, comme problème, comme dossier à régler. J'étais juste une femme seule, arrivée récemment, qui prenait le temps de regarder autour d'elle. Elle, je redécouvrais des gestes oubliés. Boire mon café sans surveiller l'heure. Lire quelques pages sans penser à ce que je devais encore faire pour les autres. Marcher sans but précis. Pendant des années, j'avais vécu au rythme des besoins d'autrui. Cette lenteur nouvelle me déstabilisait presque. Comme si le calme devait toujours se payer. Puis, progressivement, quelque chose s'est installé. Une douceur discrète. Le boulanger qui me reconnaissait et me demandait si tout allait bien. Une voisine qui m'a prêté un arrosoir sans poser de questions. Le marché du samedi, avec ses voix simples, ses gestes familiers, rien d'extraordinaire. Et pourtant, c'était une autre vie. Je recevais encore parfois des messages de mon fils. Courtes, hésitants. Des phrases maladroites, comme s'il cherchait une place qu'il ne trouvait plus. Je répondais rarement, et toujours brièvement. Sans reproche, sans invitation. Je n'étais plus disponible pour réparer ce qui s'était brisé sans moi. Je réfléchissais souvent au pardon. Pas celui qu'on accorde pour soulager les autres ou pour rétablir une façade, mais celui qu'on envisage pour ne pas rester prisonnière de la colère. Je ne savais pas encore si j'y parviendrais. Mais je savais que je ne voulais plus vivre sous le poids du ressentiment. Le soir, sur la terrasse, je repensais à la femme que j'avais été. À celle qui croyait que l'amour exigeait le silence. À celle qui pensait que se retirer était une preuve de sagesse. Je ne la jugeais plus. Elle avait fait ce qu'elle pouvait, avec ce qu'elle savait. Je me surprenais parfois à sourire. Pas un sourire forcé, un sourire intérieur. Celui qui naît quand on n'attend plus rien de personne. Quand on cesse de se justifier. Mais quand on s'autorise enfin à exister sans rôle précis. Mais un jour, en rangeant quelques affaires, je suis tombée sur une vieille photo. Mon fils enfant, sur une plage, tenant ma main. J'ai pleuré. Doucement. Sans colère.
Puis j'ai rangé la photo dans un tiroir. Elle avait sa place, mais elle ne décidait plus de mon présent. Je me suis autorisée à penser à l'avenir. Pas de grands projets. Pas de revanche déguisée. Juste une continuité paisible. Des livres à lire. Des saisons à traverser. Peut-être un voyage. Peut-être rien. Et cela me suffisait. Je comprenais enfin que la liberté n'est pas un cri. Ce n'est pas un acte spectaculaire. C'est une série de choix discrets, souvent solitaires, répétés jour après jour. Et dans cette vie nouvelle, sans témoin ni justification, je me sentais enfin entière. Il y a des soirs où le passé revient sans prévenir. Pas comme une tempête, plutôt comme une brise qui traverse une pièce restée trop longtemps fermée. Ce soir, j'étais assise sur la terrasse, une couverture sur les épaules. Le ciel était clair, immobile. J'entendais au loin des pas, puis le silence reprendre sa place. Un silence qui n'exige rien, qui n'accuse pas, qui n'attend pas. Le carnet bleu était posé sur la table. Je ne l'ouvrais plus depuis des semaines. Il avait rempli sa fonction, mais j'aimais sa présence. Comme un témoin discret, un objet qui avait porté mes peurs, mes décisions, mes preuves. Je savais que je pouvais le laisser là, fermé, sans qu'il perde sa valeur. Tout ce qu'il contenait avait déjà trouvé sa place en moi. Je repensais à la femme que j'avais été au début. Dans cette cuisine trop lumineuse, face à un dossier trop propre, un stylo posé comme une évidence. Je me revois immobile, attentive, presque effacée. À ce moment-là, je croyais encore que le silence était une faiblesse, une absence de courage, une résignation. Je comprends aujourd'hui à quel point cette idée était incomplète. Le silence peut être une fuite, oui, mais il peut aussi être une position, une tenue, une manière de se tenir droite quand tout autour vous pousse à vous courber. J'ai appris, tardivement, que se taire n'est pas toujours se soumettre. Parfois, se taire, c'est observer, noter, attendre, préparer. C'est refuser le chaos pour choisir la précision. Je n'ai pas gagné contre mon fils. Je n'ai pas triomphé de sa femme. Il n'y a pas eu de victoire éclatante. Il y a eu une séparation nette, nécessaire, presque chirurgicale, entre ce qui me diminuait et ce qui me permettait de continuer à vivre. J'ai cessé de me battre pour être comprise. J'ai choisi d'être respectée par mes propres actes. Il m'arrive encore de ressentir une mélancolie douce. Pas de la colère, pas de l'amertume, une tristesse discrète, celle des liens qui se défont quand on cesse de se taire pour disparaître. Être mère ne s'efface pas d'un geste. Même quand on reprend sa dignité, il reste des échos, des souvenirs, des gestes anciens qui reviennent sans prévenir. Mais cette tristesse n'a plus de pouvoir sur mes décisions. Je regarde mes mains. Parfois. Elles ont changé. Elles sont plus fines, un peu plus lentes. Et pourtant, ce sont elles qui ont refusé de signer quand il ne le fallait pas. Ce sont elles qui ont écrit, daté, classé. Ce sont elles qui ont posé les enveloppes au bon endroit, au bon moment. Sans bruit, sans colère. Je n'ai pas élevé la voix pour être entendue. Je n'ai pas accusé pour être crue. Je n'ai pas supplié pour exister. J'ai simplement refusé de disparaître. Si je devais m'adresser à celle que j'étais, je lui dirais ceci. Tu n'as pas été trop douce. Tu as été trop seule. Et ce n'est pas une faute. C'est une réalité que beaucoup de femmes connaissent, surtout quand l'âge arrive, et que le monde commence à décider, à leur place. Je pense à celles qui vivent encore ce que j'ai traversé. Celles à qui l'on parle lentement, comme à des enfants. Celles à qui l'on demande de signer, pour leur bien. Celles qu'on appelle têtues, quand elles résistent, et fatiguées, quand elles posent des questions. À celles-là, je n'ai pas de leçon à donner. Seulement, une expérience à partager. N'attendez pas que la justice arrive par le bruit. Le scandale épuise. La colère se dissipe. Mais la précision, la patience, la trace écrite, elles, tiennent dans le temps. Écrire, noter, dater, consulter, vérifier. Ce sont des gestes modestes, presque invisibles. Et pourtant, ils redonnent une colonne vertébrale quand on tente de vous en enlever une. Je n'ai pas choisi la vengeance. J'ai choisi la justesse. Et la justesse, parfois, ressemble à un pas de côté, à un retrait, à un silence, tenu avec fermeté. Ce soir-là,
J'ai rangé le carnet bleu dans un tiroir. Je n'en avais plus besoin. Ce qu'il m'avait appris était devenu une part de moi. J'ai respiré profondément. J'ai regardé le ciel une dernière fois. Et dans ce calme retrouvé, j'ai formulé cette phrase, non comme une revanche, mais comme une vérité simple, apprise trop tard, et que je n'oublierai plus jamais. Le silence peut aussi être une forme de justice.